Bienvenue à la Cinémathèque, bien retrouvée peut-être, pour ceux qui ont assisté déjà à la première partie de cette soirée qui s'encadre dans la ligne de programmation Jeudi du Doc. Ce soir en particulier, on reprend le discours entamé déjà il y a longtemps sur art et cinéma. Et en particulier, on avait envie, depuis déjà un petit moment, de consacrer une soirée à Alberto Giacometti et bien évidemment son œuvre. Donc tout à l'heure, on a eu l'opportunité de montrer ce film de Michel Wanzel, qui est toujours en salle, un film qu'il avait fait en 2000, au moment de l'exposition Alberto Giacometti au Centre Pompidou. Et maintenant, à côté de moi, il y a Charles de Lertig, qui a fait un peu plus récemment, je ne sais plus, 2016, un nouveau documentaire portrait sur Giacometti. Je le disais tout à l'heure, les bons films sur Giacometti sont relativement rares, étonnamment, à part, je veux dire, des reportages télé extrêmement formatés. Et je me permets quand même de dire quelque chose sur ton film. Ce qui m'a frappé quand je l'ai vu la première fois, c'est la richesse des œuvres que tu montres, en fait. Certains que j'avais jamais vus, beaucoup non seulement de sculptures, mais aussi de dessins. Et donc, personnellement, j'ai trouvé extrêmement enrichissant de voir et revoir ton film pour avoir l'opportunité, en fait, de voir des œuvres de Giacometti qu'on a rarement ou pas l'opportunité de voir. Tu as peut-être envie de dire juste un mot, en sachant qu'à la fin de la projection, on va se retrouver pour une discussion à laquelle peut-être Michel Wanzel va aussi participer. Charles. Écoutez, bonsoir. Ce que je voudrais, c'est remercier la Suisse qui m'a accueilli, Giacometti. Grâce à Alberto, j'ai pu pénétrer un peu la Suisse. Je suis français. Et j'ai abordé Giacometti par Cézanne, parce que je suis aixois. Je suis né à Aix-en-Provence. Et j'ai le privilège de vivre à Bibémus, où les carrières que Cézanne a peintes, non loin du barrage Zola, d'Émile Zola, du père d'Émile Zola. Donc voilà, où je me suis baigné, et donc c'est une prolongation d'une démarche, d'un cheminement qui m'est personnel. Et quand j'ai vu cette exposition à Beaubourg, je suis allé immédiatement voir la directrice et j'ai dit je veux faire un film, et voilà, il est là. Très merci, bien. Merci de votre bonne projection, à tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, Charles, j'étais impressionnée par le nombre d'œuvres que tu as pu montrer dans ton film. Est-ce que c'est toi qui as voyagé beaucoup avec ton équipe? Parce qu'en fait, j'ai reconnu des pièces qui sont quand même pas mal à New York, si je ne me trompe pas. Et puis après, il y a l'Italie, évidemment la Suisse et la France. Oui, j'ai tout. Oui, c'est du travail, oui. Ça t'a pris combien de temps pour faire le film? Pas mal d'années, parce que... Viens un peu plus ici, parce qu'il y a la caméra qui nous regarde là. Oui. Attends, je vais me mettre plutôt là, c'est possible, hein, parce que si j'ai le soleil en face des yeux, et ça me gêne. Je ne sais plus combien d'années. L'expo, c'était en 2011. C'était en 2000. Non, l'expo à Beaubourg, c'était en 2000. Ouais. Non, à Beaubourg, oui. Mais après, celle qui a eu que j'ai filmée, c'était en 2010-2011. Pardon. 2010-2011, non, c'est ça? Je sais pas. Ça doit être ça. C'est la fondation, quand il y a eu la fondation de Giacometti qui est apparue dans l'univers. Et c'est 2011. C'est ça, 2011. Ils ont fait une immense exposition que vous avez vue au départ, d'ailleurs, avec la collection d'Annette, qui a créé la fondation. Enfin, il y a beaucoup d'histoires là-dedans, mais enfin bon, peu importe. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire le film. Donc 2011, 2016, ça fait 2015, un bon petit bout quand même. Ça fait 5 ans, ouais, 4-5 ans de travail. Ouais. Et toi aussi, comment tu t'es orienté dans cette multitude d'œuvres? En lisant Giacometti. Lire le journal, c'est tout. Non, c'est vrai, c'est ça qui est passionnant, c'est ces hommes-là,
ils nous livrent leur manière de cheminer. Et ce qui m'intéressait, c'est de cheminer avec lui. C'est-à-dire d'essayer de comprendre son cheminement et de le sentir, de le sentir en moi-même. Hein. En fait, ce film, c'est une aventure. C'est pas du tout un schéma. On a envie, on va faire du commerce, etc. Non, non, non. Un film, enfin pour moi, hein, un film, c'est appréhender une autre personne, c'est aller vers l'autre et lui demander ce qu'il est et lui dire ce qu'on est. Et il y a cet échange qui se crée progressivement. Alors, avec Giacometti, c'était plutôt les interviews avec Jean-Marie Brotte et puis les écrits. Beaucoup d'écrits et des interviews aussi, mais qui ne sont pas dans le film. Mais j'ai vécu longtemps en Engadine. Voilà. Et j'ai parlé avec des gens autour qui ont connu, qui ont fait des photos. On me l'a reproché d'ailleurs que je n'ai pas assez parlé de cela. Je suis navré. Mais bon, c'est comme ça. La structure d'un film, il est dans votre tête et on ne peut pas se satisfaire que de ce qu'on récolte. Il faut dire ce qu'on a besoin de dire. Alors j'ai eu besoin de dire ça, ça a évolué. Ce que j'ai dit sur Giacometti hier n'est plus peut-être possible aujourd'hui. Enfin, pour une petite partie. Est-ce que ça va là dans Oui. le fond ? Et voilà, c'est tout. Je suis historien de l'art, j'ai vécu avec Cézanne toute ma vie, j'ai vécu avec la peinture, j'ai vécu avec la sculpture, je suis plus sculpteur que peintre d'ailleurs, en tant qu'être humain. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ma sensibilité est plus proche du volume que de la planification, de la peinture plane. De la 2D que la 3D. Ouais, voilà. Moi, je suis curieuse, sans faire comparaison entre vos deux films et de vos approches. Je trouvais intéressant que tu insistes, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure lors de la discussion sur la figure du frère, Giacometti, Diego. Dans ton film, on ne le voit pas. Par contre, la figure paternelle, évidemment la mère, ça c'est le cas dans les deux films, est très présent. Comment ça se fait est-ce qu'il y a une différence d'interprétation ou... Non, c'est qu'on a que 52 minutes. On a 52 minutes. On a 52 minutes, il faut synthétiser. Voilà, il faut dire l'essentiel qui vous touche, hein, l'essentiel que vous avez perçu dans votre sujet. Et c'est un rapport avec Giacometti. Diego, c'est un monstre. Diego, c'est un monde. Alors, on ne peut pas aborder Diego en 2 minutes. Enfin, pour moi, hein, excusez-moi. Et c'est fabuleux, c'est beau, c'est d'une beauté incroyable. Par exemple, on a tous les meubles au musée Picasso à Paris. Tous les meubles de Diego, c'est splendide. Enfin, il faut... C'est un artiste. Et Scheidegger, il m'a montré toutes les petites sculptures qu'il avait aussi, et une table qu'il a de Diego, et petites sculptures d'oiseaux, etc. C'est d'une poésie extraordinaire. Mais c'est une famille immense, immense, immense dans l'histoire de l'art. Vous avez une chance inouïe, hein, toute cette famille de Giacometti qui a éclairé la Suisse, hein, pendant presque un siècle. Et on ne sait jamais demain. Il se trouve qu'il y a eu une exposition qui s'est terminée en novembre, le 14 novembre, à la Fondation MAG, à Saint-Paul-de-Vence, qui étaient les Giacometti, la famille. Et autour de cette famille, Adrien Mag, qui est encore vivant, qui est le fils d'Aimé, et qui a bien connu Alberto, a essayé de rassembler toutes les pièces et toutes les œuvres qui ont été composées par cette famille qui était très très soudée.
On peut parler de deux frères, puisque c'est des alter ego. L'un n'aurait pas pu travailler sans l'autre, mais on peut parler aussi de Giovanni, du père, qui a été un peintre qui a été reconnu très tôt en Suisse et qui a laissé une trace indélébile. Et puis Augusto qui est un précurseur. Même avant Kandinsky, c'est le premier à avoir exposé à Zurich des œuvres dites à l'époque, entre guillemets, abstraites. Donc cette famille qui était très soudée avait un frère qui est mort il y a peu de temps, à 105 ans, Bruno, à Zurich, qui était architecte et qui a recomposé un paysage de construction dans la vallée d'Engadine. Et il a travaillé dans plusieurs domaines sur le terrain architectural. Donc toute cette famille a été soudée au point que ça a été compliqué, c'est vrai, la succession. On sait que Annette avait pris contact avec Roland Dumas, qui n'est pas un type sur le plan des relations, je dirais, juridiques très claires, et avec Maître Tajan aussi, commissaire-priseur. Il y a eu effectivement de nombreuses démêlés juridiques autour de ça. Et je crois qu'il y a eu une sorte de spoliation, et heureusement que c'est constitué autour d'Annette une association où il y avait Jacques Dupin, Sabine Weiss et d'autres amis d'Alberto Giacometti pour sauver les meubles, pour récupérer. C'est pour ça que Charles a eu une chance extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas eu à l'époque, puisque quand j'ai contacté Roland Dumas, on m'a dit il y a un recollement. Donc c'était tout un travail qui était de dépouillement. Il fallait au fur et à mesure reprendre les œuvres, les faux, faire le tri. Il y a tellement de faux d'Alberto et de Diego Giacometti qu'il faut faire un tri constant. Et c'est vrai que Charles a bénéficié d'une situation extraordinaire parce que cette fondation qui est à Paris maintenant, qui fonctionne très bien, c'est dommage qu'on puisse la visiter que sur rendez-vous, parce que c'est compliqué, c'est pas très grand le lieu où on présente des œuvres, mais il y a un fond extraordinaire. Mais est-ce que je me trompe, est-ce que j'ai lu quelque part que la volonté d'Annette était quand même d'essayer de rassembler le plus possible les œuvres, c'est ça? Bien sûr, ça a été son rôle. Elle a essayé de regrouper toutes les œuvres qui étaient à la fois à l'atelier, qui étaient à Stampa, voilà. Et puis il y avait une multitude de choses qui étaient dispersées. C'est ça. Et je trouve intéressant que le film de Charles commente tout cet aspect qui n'est pas dans mon film, non, bien sûr. Absolument. Puisque moi, quand je l'ai fait en 2000, il était, comme j'ai dit, j'ai contacté Roland Dumas et Madame Casta, qui était la recoleuse, elle recollait tout ça, comme on dit, un inventaire, m'a interdit de filmer quoi que ce soit. La seule œuvre que j'ai pu filmer, que détenait encore Roland Dumas, c'est le crâne, qu'il n'a pas, me semble-t-il, vraiment déclaré, puisqu'il a fait la même chose avec Picasso, il a fait la même chose avec Genet. C'est pas quelqu'un qui fonctionnait. C'est pas un problème ce que vous avez fait. C'est pas un problème ce que vous avez fait comme film. C'est vraiment votre opinion et ça n'a rien à voir avec Roland Dumas, etc. Non, mais pour accéder aux œuvres, il avait franchir cette étape qui n'était pas simple. Quelle horreur. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais rajouter un truc. Parce qu'on a dit beaucoup que la famille Giacometti, le père, etc. Et on a oublié un homme qui est Segantini, Segantini, qui a été le maître du père d'Alberto. Macchiaiolo. Comment? Macchiaiolo. Je le dis à l'italienne parce que les deux étaient italiophones quand même. Et Segantini est un peintre extraordinaire qu'on peut voir en Engadine. Il y a un musée qui est absolument sublime et c'est d'une beauté cette peinture, et on rentre dans les montagnes, ça m'a subjugué, en Engadine, Maloya, etc. C'est d'une beauté incroyable. Quand on va pouvoir recommencer à voyager, ça nous donne envie. J'ai très envie d'en faire un deuxième. Il y a un aspect qu'on aborde l'un et l'autre, mais qui est tout à fait éclairant. Il y a un travail qu'accomplit Alberto à 19 ans. Il est dans l'atelier de son père à Stampa, et son père lui demande de dessiner des poires sur une table. Et Alberto les dessine comme il les voit, et le père est furieux et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme la nature. Qu'est-ce que c'est ces petites poires ridicules qu'on le voit à peine dans la feuille de papier ?» Et Alberto se remet à l'ouvrage, redessine et au millimètre près reproduit ses poires. Pourquoi? Ça, c'est la vraie question d'Alberto sur l'espace. Alberto ne prend pas les poires dans l'espace de cet atelier qui est pour lui un espace sans fin.
Alberto prend comme espace la feuille de papier blanc. Et je vous assure que si vous regardez ces poires et que vous les situez dans l'espace de la feuille de papier blanc, elles ne peuvent pas être plus grosses et plus importantes que ce qu'Alberto a dessiné. Alberto voyait, c'est comme quand il voit Isabelle sur le boulevard Saint-Michel, à la distance telle qu'elle apparaît pour lui, comme uniquement une petite silhouette qui est à la distance de l'espace qui englobe. Et c'est pour ça qu'Alberto, à un moment, a considéré que la façon dont l'espace pouvait donner une dimension avec une ouverture, comme il disait, c'était d'essayer d'encager, d'essayer de montrer que cet espace, qui est le support, la toile, le papier, peut être effectivement aussi réduit dans l'espace qu'il imposait entre la cage et le surlignage qu'il mettait dans ses œuvres. Et ça a impressionné Francis Bacon. Bacon, quand ils se sont rencontrés en 64 à Londres, a dit « c'est extraordinaire ». C'est pour ça que Bacon a repris les engagements d'Alberto en pensant qu'il y avait effectivement là une manière de donner une dimension dans l'espace qui est à la fois l'espace de la toile, mais l'espace qu'on reconstruit dans l'élaboration même de la présence du modèle et du sujet. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a véritablement de la part d'Alberto une démonstration qu'on ne peut reproduire des choses, parce que la peinture n'est faite qu'à travers l'espace et la sculpture aussi, que si on est capable de lui donner la dimension qu'elle a au regard de celui qui l'a fait, mais aussi de celui qui l'observe. Notre œil à nous est complètement guidé par les choses. Quand on voit des œuvres dans un musée, on s'approche, on se recule. Ce que dit très bien Jacques Dupin, quand il dit on étreint, on se garde une distance pour approcher les choses. Et je crois qu'en tant qu'observateur et en tant que visiteur de musées ou de lieux où on présente des œuvres, nous aussi, on travaille en approchant ou en reculant par rapport à ce qu'on observe. Tout est dit là. Question. Autrement, moi j'ai une question. Tu les as achevés là. Tu nous fais peur avec ta sagesse. Non, j'ai quand même une question. Vu qu'à ce moment, on peut voyager difficilement, disons, mais il y a quand même pas mal d'œuvres Giacometti ici en Suisse, Zurich, Bâle, Engadine. Bah, si quelqu'un a envie de s'approcher ou rapprocher à l'œuvre de Giacometti, mais aussi de son père et de son frère Diego Bruno, j'avoue que je ne connais pas Bruno architecte. Il a fait un pavillon. Ben voilà. À Venise. Alors, si on veut commencer ou recommencer par la Suisse, on irait où? À Zurich. À Zurich. Oui, la fondation, c'est Fondation, très c'est riche. ce que... Il y a C'est là où il y a les Micro. C'est une magnifique fondation parce que c'est les premières sculptures, c'est-à-dire comment on appelle ça quand on sort de la sculpture Essai, non. Les premiers, oui. Enfin, bon, bref. Les C'est les premiers premiers ébauches. bronzes et la peau est extraordinaire. Et c'est vraiment, vous allez voir l'homme qui marche à Zurich et vous allez voir l'homme qui marche à Mag, c'est le jour et la nuit. À Zurich, il y a une impression, c'est un peu comme Altamira ou enfin les grottes de Lascaux. Vous avez le primitivisme, c'est cette chose qui nous tient et que Giacometti a réussi à nous dire. Et voilà, c'est Zurich. Il y a un autre endroit que je vous conseille, qui n'est pas un grand musée, mais qui détient justement les œuvres de la famille, c'est Coire. Le musée de Coire est très riche en Giovanni, en Augusto, Magnifique. avec aussi Alberto qui est très présent. Et effectivement, tous ceux, Amiette, tous ceux qui ont d'une part influencé un peu le père et influencé après Alberto. Alberto qui a commencé en fin de compte en peinture en regardant du côté de Cézanne. Ouais. Les premières œuvres sont très très inspirées et les emprunts sont évidents. Mais le père aussi avait pour Cézanne une admiration et pour aussi Bonnard. Il y avait deux peintres comme Balthus. Balthus qui a eu la chance de connaître Bonnard grâce à Rilke, qui était l'amant de sa mère et qui venait voir. Ben bien sûr, quand on est comme ça avec... Là, on rentre dans le gossip, attention. c'est une chance inespérée, Mais bien je sûr. pense.
Non, mais c'était alors, une disons occasion que extraordinaire ces de prochains découvrir mois, ces peuples. vu que Paris, New York, Venise, Florence peuvent être un peu compliqués, Coira, c'est relativement simple, un Ouais. train, et Zurich, c'est encore plus simple. C'est ça. Si ces deux films vous en donnent envie, chose que j'espère, bien évidemment. Je remercie beaucoup nos invités. Merci vraiment d'être venus malgré tout. Alors moi, j'aimerais quand même poser la question à la salle. Parce que, Dans le micro. j'en sais rien, moi, j'ai beaucoup bossé dessus, mais ça m'est égal. Hein, c'est pas ce que je vous demande. Qu'est-ce que, quand vous êtes spectateur, qu'est-ce que vous recherchez? Quelle a été votre émotion? Voilà. Si vous ne parlez pas, moi j'en sais rien. Je me dis, j'envoie un ovni comme ça là, dans l'espace. Bon, je l'ai fait, je me suis fait plaisir, c'est vrai, etc. Mais en même temps, c'est pour dialoguer. Ah, je ne fais pas un film pour juste. Voilà. Alors là, il y a un monsieur, là, un jeune homme. Attendez, j'arrive avec le micro et masque. Personnellement, Merci. Il n'y a pas besoin. je prends ce que je trouve. Je ne recherche pas, je prends ce que je trouve. Absolument. Oui. C'est déjà beaucoup. Mais oui, il y avait bien assez dans votre film. Merci Dans le beaucoup. vôtre. Mais c'est bien. C'est déjà. Voilà. Il y a une position. Alors, moi, j'aimerais bien avoir des positions du spectateur. Qu'est-ce qu'il recherche? Par exemple, Giacometti, c'est quand même tous ces êtres, qu'ils soient Giacometti, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, enfin, les écrivains comment on dit, musiciens. L'art est essentiel à la vie, à l'existence, et surtout aujourd'hui. Hein. Et donc, on aimerait bien savoir, puisque moi je fais que ça. Voilà, je suis dans mes bureaux, je regarde dans mon bureau, je suis devant mon écran et puis j'écris, je lis beaucoup, et puis j'essaye de synthétiser, etc., pour essayer de donner, pour créer un dialogue en fait, hein, un dialogue, voilà. Ce que j'aimerais créer, c'est un dialogue. Dialogue, c'est le dia, le cheminement. Et effectivement, j'ai cheminé longtemps avec Alberto Giacometti, 5-6 ans, même avant, bien sûr, je le connaissais avant, mais intensément. Et le logos, c'est la raison, le motif, comme dirait Cézanne. Voilà. Alors, merci. Vai Jens, aspetta, attends. S'il y avait un ouvrage que j'ai à vous conseiller, qui a rendu jaloux Picasso, c'est l'atelier d'Alberto Giacometti de Jean Genet, qui est peut-être l'ouvrage, l'accord entre Alberto et Jean Genet a été tel que quand moi qui ai fait un film sur Jean Genet bien après, il m'a toujours dit que le seul type qu'il ait admiré, qui était, semble-t-il, son égal, c'était Alberto Giacometti. Et si vous lisez l'atelier d'Alberto de Jean Genet, vous verrez qu'il a précisément réussi à trouver cet univers tout à fait à part de quelqu'un qui refusait d'être dans un système donné et qui a ouvert une voie tout à fait inédite. Et c'est vrai que le texte que je mets au début dans l'atelier d'Alberto Giacometti, qui dit que c'est une œuvre, pourquoi on la garderait, pourquoi on l'admirerait, d'une certaine façon, tout ce qui est œuvre d'art regarde qu'une seule chose, des morts qui regardent des morts. C'est une façon de dire que cet art-là est un art qui dépasse la simple relation de l'être humain à un autre, mais qu'elle donne aussi une dimension métaphysique qui, effectivement, aboutit à une espèce d'interrogation qui est quasiment l'inquiétude qui a hanté Giacometti jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est pas sans une arrière-pensée que Dupin indique bien qu'Alberto Giacometti ne pouvait dormir sans avoir une lampe allumée. Donc la crainte était permanente chez lui et que cette mort, elle l'a hanté du début jusqu'à la fin de son œuvre. Dernière question. Juste pour soutenir, c'est le plus beau bouquin qu'on ait jamais écrit sur Giacometti. Jean Genet était un grand poète et Giacometti l'était aussi, donc ils se sont rencontrés. Bon, Michel, donc vous demandiez une réponse de quelqu'un. Enfin, moi je suis assis là.
et je regarde vos images, Michel, Charles et Michel. En fait, ce qui me fascine quand on est là, on regarde, c'est comment vous regardez les œuvres, comment vous les appréhendez, comment vous les filmez. Et, par exemple, Michel, quand il y avait votre regard sur les têtes, et en fait, vous donniez à voir la perspective, c'est-à-dire quand la caméra se recule, et tout à coup, il y avait le socle, puis le socle du socle, et le socle du socle du socle. Et en fait, c'est tout à coup, j'apprends à regarder. Et en fait, c'est comme si j'avais été face à ça, j'aurais pas vu ça. Et donc, vous nous amenez à voir. Et Charles, dans la manière dont vous avez capté les œuvres aussi, en fait, vous nous faites entrer dans la matière. Et il y a un plan qui m'a fasciné, d'ailleurs, je serais curieux, c'est comme si vous l'aviez pris soit en négatif, tout à coup on voyait les traits qui étaient cachés. C'est comme si vous aviez une technique de prise de vue qui faisait découvrir les traits qui étaient derrière les traits. Voilà. Donc en fait, le cadeau que je reçois quand je regarde vos films, c'est le regard que vous portez sur les œuvres à votre manière. Et c'est ça qui est fascinant et c'est ça qui fait que nous soyons là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le regard que je porte sur les œuvres, mais c'est pire que ça. Enfin, pas pire au sens négatif. C'est le regard que nous devons porter sur l'être humain, sur la création. C'est la création qui m'attire le plus. Et bon, cet être humain qui a créé, il faut ce regard, il faut nous l'approprier pour nous ouvrir, pour vivre mieux déjà, et pour surtout nous ouvrir et nous libérer de tout ce qu'on a malheureusement emmagasiné par l'éducation, la culture, etc., qui nous enferme. Et Giacometti, c'est une leçon de décoïncidence, c'est une notion de révolution, d'ouverture vers l'autre, d'une part, et vers autre chose que, alors qu'il connaissait très bien la culture ancienne. Mais c'est ça un artiste. C'est ce qui ouvre l'art à autre chose, à notre regard, et qui pousse l'humanité à voir autre chose. Ouais, c'est ça. Il y a un aspect aussi qui est assez étonnant, c'est le témoignage de Diego qui rejoint Alberto après avoir sauvé l'œuvre d'Élie Lothar et de l'avoir emmaillotée pour éviter qu'elle ne gèle. Il arrive à l'hôpital de Coire, il va dans la chambre d'Alberto. C'est le dernier qui est resté auprès d'Alberto avant la mort. Et il lui prend la main et il regarde Alberto. Et il y a une chose qui l'étonne, mais même de manière violente, c'est que Alberto ne lui parle pas en tant que frère. Il dit, il est encore en train de me regarder, de me dessiner. Et Alberto s'est éteint. Et c'est vrai que jusqu'à la fin, c'est un peu comme ce que dit Roger Montandon quand il va après prendre un œuf dur avec un verre de vin au café et que Alberto regarde Annette et qu'Annette lui dit « Mais pourquoi vous me regardez comme ça ?» Alberto dit « Mais je ne t'ai pas vu. » Mais elle dit « Mais ça fait 4 heures que je pose pour vous. » Donc en fin de compte, tous les visages pour lui se valaient et en même temps ceux qui étaient les plus proches comme Annette et Diego étaient aussi inconnus que ceux qu'il aurait dessinés au hasard en regardant un autre visage que celui de ses plus proches. Et Jean Lémarie me disait que quand il a fait une dernière visite du Louvre, qui était avant qu'il parte à Grenoble, puis ensuite il est allé à la Villa Médicis, il dit ce qui était étonnant, c'est que Alberto ne regardait plus les œuvres, même le Tintoret, il regardait le visage des visiteurs. Et c'était pour lui un monde merveilleux. Il découvrait des têtes qu'il n'avait jamais vues ailleurs. Donc je crois que cette attirance très forte pour ce visage qu'il considérait comme la réplique du sien, en fin de compte, c'est presque un regard en miroir, un regard sur soi-même. Je pense que ça l'a
complètement hanté jusqu'à la fin de ses jours, y compris dans la situation dans laquelle se trouve Diego quand il est auprès de lui à l'hôpital de Coire et qu'il a l'impression que son frère est encore en train de le dessiner en mourant. Merci beaucoup. Oui, la dernière, parce Désolé, qu'après, hein. ils ont envie de discuter Mais- avec vous mais one-to-one. Non, mais ce qui m'a... Enfin... Voilà. La notion, c'est que... c'est la notion de l'autre. La recherche de l'autre. C'est Giacometti, il va vers l'autre parce que c'est un infini. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y arrive jamais. Et c'est normal. C'est une recherche infinie de l'amour de l'autre. Et ça, je crois que c'est pas un alter ego, justement. Et je ne crois pas que Alberto ait fait cette erreur. Et on n'est pas alter ego. Absolument pas. On est étranger. Et c'est l'étrangeté de l'autre qui nous fait créer. Voilà. Merci beaucoup. Michel Wanzel, Charles de Lartigue, on se voit Quand vous voulez. prochainement pour un autre artiste ou un autre film, mais très volontiers. Et si toutefois ça pouvait t'intéresser, j'ai réalisé donc il y a maintenant 40 ans un travail sur le groupe Octobre, la bande après-vert, tous ceux qui ont fait partie du mouvement social pendant le Front populaire. Voilà, ça pourrait être une découverte. Il y a tous les témoins qui ont participé à cette aventure fantastique autour de Jacques Prévert. Ça s'appelle On en rediscute. Les colporteurs du Front populaire. D'accord. Merci On en beaucoup. discutera. Bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde.